construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. La question que je me pose ces derniers temps, c'est comment ça se fait qu'un écrivain avec un stylo puisse créer quelque chose d'aussi addictif que la cocaïne, même parfois bien pire, mais que ce soit quelque chose qui soit d'une beauté absolument puissante et merveilleuse. Le premier livre que j'aimerais aborder, qui je pense résume cette question, c'est bien évidemment Le parfum de Patrick Süskind. Pourquoi est-ce que je vous parle du parfum de Patrick Süskind ? Tout simplement parce que déjà je vais commencer par son auteur, qui, allemand, est né en Bavière je crois, est un auteur parfaitement timide, réservé, extrêmement caché sur qui il est, alors qu'il a créé peut-être un, ou voire peut-être le plus gros roman du XXe siècle allemand. Le truc, c'est que cette discrétion extrême de Patrick Süskind, c'est aussi quelque chose qui a créé chez lui une espèce d'aura bien particulière, que l'on sent dès l'ouverture du parfum. Pourquoi ? Parce que le projet du parfum est un projet qui, à mon sens, reste inégalé dans son originalité et dans la beauté de la tentative qu'il se réserve, à savoir de faire de l'expérience de lecture une expérience sensorielle. Cette quête, je pense que dès que les 5 à 10 premières pages du parfum, un livre extrêmement petit, on est moins de 200 pages, c'est quelque chose qu'on ressent presque intérieurement de nos tripes. C'est peut-être un des seuls romans qui sera capable de transmettre ça avec autant de force, parce que le protagoniste, Jean-Baptiste Grenouille, est peut-être un des personnages les plus singuliers qu'on va trouver dans le roman moderne, à mon sens, un des plus marquants, tout simplement parce que, pour poser le cadre, c'est un individu totalement répugnant, absolument répugnant, même la répugnance parfaite, qui n'a aucune odeur. Tout le livre, le parfum, porte sur le concept d'odorat et arrive à créer en vous une sensation, un ressenti, un espèce d'appel du vide, des tréfonds de votre âme, qui est inégalable et tellement addictif, tellement puissant, tellement nouveau, tellement novateur, qu'il vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière syllabe de ce roman. C'est un tel bijou, un tel mixte parfait entre le réalisme parfait du Paris du XVIIIe siècle et cette dimension fantastique d'un protagoniste qui, de par l'atrocité de son enfance, dont il est clairement un héritier involontaire, il n'a rien choisi à cette enfance absolument catastrophique, mais pourtant cette répugnance intrinsèque, intérieure à lui-même, le pousse dans une quête de trouver le parfum parfait. Ce parfum parfait qui, par opposition à son absence d'odorat corporel, témoigne un petit peu de cette espèce d'histoire que l'on va traverser d'une traite. Vous allez ouvrir ce livre, vous allez lire les 5 premières pages et vous allez vous dire « Mais même si j'ai un dîner avec 15 amis tout à l'heure, j'annule et je vais aller au bout de cette lecture qui va de péripéties de plus en plus folles en péripéties de plus en plus folles, de scènes qui vous marqueront pendant des décennies, tellement elles sont visuellement et métaphoriquement puissantes. Eh bien, cette espèce d'absence d'odorat et pourtant cette quête du parfum parfait, c'est cette quête de reconnaissance de Jean-Baptiste Grenouille qui va se cristalliser, ou en tout cas se clôturer dans un final qui vous laisse béant, c'est-à-dire vous allez faire ce que moi j'appelle la fermeture du lecteur amoureux, c'est-à-dire cette espèce de fermeture de livre. Vous allez arriver à la dernière page, vous allez terminer et vous allez rester dans votre chaise, au fond de votre lit. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je viens de lire ? Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si ça se ressent dans ma voix, mais
c'est un ressenti. Alors, en phénoménologie, on pourrait parler un petit peu de... Enfin, en philosophie, on pourrait parler un petit peu de phénoménologie, d'expérience très corporelle qu'on pourrait retrouver chez Maurice Merleau-Ponty, mais c'est absolument brillant. Et c'est une satire sociale, parce qu'évidemment, Jean-Baptiste Grenouille, de par son apparence, de par son absence d'odorat, incarne finalement la dimension marginale dans un Paris donc, du 18e où il va être amené à rencontrer, de par la dimension parfumerie, la haute bourgeoisie qui va venir se parfumer, choisir les meilleurs parfums, sauf qu'il va s'avérer qu'il a un talent bien particulier avec les parfums. Et le fait qu'à travers nos sens, c'est-à-dire quelque chose qui, je trouve, témoigne de ce que moi j'essaye d'apprendre dans mes vidéos, dans ma newsletter, dans mes cours, c'est que cette dimension, que ce n'est pas juste une lecture, mais c'est un dialogue qui doit se créer avec l'auteur, avec l'histoire, et surtout une expérience de lecture. C'est pas... Jamais je n'oserais regarder ce livre, le parfum de Patrick Suskind, comme un objet de consommation, comme aujourd'hui la lecture est tellement enseignée. C'est-à-dire un objet que l'on va se caler comme espèce de bouche-trou, de plaisir, qu'on va vouloir se mettre entre deux intervalles de temps. Non, je conspue et je travaille même avec mes méthodes et des concepts à essayer d'en faire une expérience de lecture, un objet intellectuel qui va vous faire développer votre expérience intellectuelle, votre laboratoire d'idées, votre laboratoire de sensations, vos projets de vie. C'est ça mon projet avec les livres. Et bon Dieu que le parfum de Suskind n'est même pas un travail que j'ai eu besoin de mettre en place. Je pense que dès les 5 premières pages, très honnêtement, je mets au défi quiconque d'attaquer ces 5 à 10 premières pages et de me dire qu'il n'a pas eu envie de finir Patrick Suskind le parfum. Ça va vous transporter, tout simplement. Ça ne peut que vous transporter et c'est pour ça que je l'ai utilisé dans cette introduction que je voulais la plus forte possible. Mais j'enchaîne par le deuxième, qui est peut-être un lieu commun, mais à vrai dire, qu'est-ce que je m'en fous tellement lui aussi est absolument brillant et que j'ai envie de remettre un petit peu dans l'actualité de la chaîne et puis même de manière générale à ma très petite échelle dans le monde littéraire. Mais bon Dieu, que L'étranger d'Albert Camus, dont on parle et dont vous allez me dire oui mais c'est une tarte à la crème et oui on vous a peut-être forcé à le lire idiotement à 16-17 ans et que vous avez dit bah oui ok c'est un mec perdu qui va sur une plage en Algérie. Non, enfin je veux dire, Albert Camus, déjà lauréat du prix Nobel de littérature à 44 ans, mais je sais pas si c'est 44 ans, mais c'est la quarantaine, en tout cas je sais, extrêmement jeune, et cette expérience de l'absurde, cette expérience d'un personnage qui est un petit peu à l'image de notre société actuelle, c'est pour ça que je vous la partage, que vous soyez jeune ou en tout cas, enfin on baigne tous dans cette espèce de flot quotidien de confluence et d'un carrefour d'expériences sensorielles, de pensées, de vous capter l'attention, etc. Et parfois, la sensation, peut-être au fond de notre âme, au très fond de nos entrailles, nous fait un petit peu sentir comme l'absurdité de cette vitesse du quotidien, etc. Et parfois, le détachement émotionnel qui en est un petit peu la conséquence, le fait de se dire mais c'est pas possible quoi. Pourquoi est-ce que quand j'ouvre mon bouquin entre 36 posts Instagram d'instagrammeuses et d'influenceurs sportifs et le JT de 20h qui me terrorise avec tous les conflits qui se passent aux 4 coins de la planète, comment ça se fait que je n'arrive plus à m'immerger dans la pensée et dans la psyché de ce protagoniste de ce livre que pourtant je pense qu'il est absolument magnifique, mais je n'y arrive pas. Eh bien, ce que nous dit Camus, ou en tout cas ce que nous fait ressentir Camus, parce que le parfum de Patrick Suskind et L'étranger de Camus sont absolument jumeaux sur cet aspect-là, c'est qu'ils vous donnent à voir l'expérience, ils vous font sentir cette expérience de déconnexion face à l'absurdité du monde. Et précisément en vous faisant vivre, mais volontairement et surtout sous la plume, sous la puissance d'imagination et d'idées de Camus comme celle de Suskind, eh bien, vous allez pouvoir vous sentir, faire corps avec ces protagonistes-là, les regarder se balader, finalement, d'une certaine manière, dans un quotidien peut-être très éloigné du vôtre, mais finalement pas si différent.
Et aujourd'hui, à mon sens, en tout cas des dernières relectures que j'ai fait de L'étranger de Camus, parce que je vous avoue que c'est un livre, j'imagine comme vous et comme moi, peut-être qu'on vous a forcé à lire ou qu'on vous a dit, comme tous ces grands livres, là, il faut absolument le lire, etc. D'ailleurs, juste un petit aparté, merci à tous ceux d'entre vous qui commentent, qui me recommandent des livres. Je vais pas pouvoir tenir, hein. Vous le savez pas parce que vous le savez pas, mais je veux dire, j'essaye d'en acheter certains, j'essaye de les lire, etc. Mais faut, faut un petit peu se calmer. Surtout ma carte bleue, elle va plus du tout tenir. Mais enfin bref, juste merci. Vous savez même pas le plaisir assez fou que j'ai l'impression de partager avec vous quand je lis certains de vos bouquins. Bref. Mais cette sensation de l'absurdité de la vie, que je reviens sur l'aspect camusien, c'est encore une fois une expérience de lecture qui est quasiment accessible à tout le monde et qui, je trouve, d'ailleurs comme le parfum de Suskind, est à mon sens la parfaite définition du classique, à mon sens en tout cas de la définition des classiques. D'ailleurs je pense à un livre que j'ai fini ce week-end, qui est un livre d'Italo Calvino, Pourquoi lire les classiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin-là. Je vous en fais comme une recommandation assez intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu ce que moi je fais sur ma chaîne, c'est-à-dire vous donner des points de vue de nombre de mes lectures, mais vous donner les raisons pour lesquelles elles m'ont fait vivre une expérience de lecture particulièrement intéressante et qui vous explique en plus, parce que c'est bien là ma spécialité, c'est la manière dont vous allez lire et comment vous allez lire un livre conditionne conditionne ce que vous allez pouvoir en tirer, ce que vous allez pouvoir en vivre. Et précisément, c'est ce à quoi se propose un petit peu Italo Calvino, et d'une manière absolument brillante. Si vous voulez avoir de très bonnes recommandations de classiques dans un livre extrêmement lisible, allez lire Pourquoi lire les classiques, c'est très intéressant. Mais juste pour revenir à cette dimension souvent mêlée finalement entre la philosophie et le roman, c'est bien évidemment une porte d'entrée que je trouve absolument souhaitable au nihilisme. Si vous êtes intéressé évidemment par le nihilisme, que ce soit chez Camus ou chez d'autres, si vous êtes intéressé par certains pans de la philosophie du XXe siècle, et moi par exemple, forcément, L'homme révolté de Camus, j'ai trouvé ça plutôt difficile d'entrer quand j'ai commencé à lire Camus il y a 2-3 ans. Et je vous avoue que parfois le roman est la parfaite introduction à la philosophie, et parfois relire un classique qui est là, un classique des classiques, L'étranger de Camus, c'est à mon sens un livre total, et qui trouvera, comme j'aime bien le dire, une lecture totalement nouvelle entre 7 et 77 ans, quel que soit le moment où vous allez le lire et le relire, vous allez en trouver une infinité de richesse et une infinité de plaisir. Donc foncez relire L'étranger de Camus, allez lire Camus. Le mythe de Sisyphe, oui, en vrai c'est un très grand livre, mais ne vous lassez pas de l'écriture camusienne, elle est absolument brillante, et je pense qu'elle est aussi addictive que le parfum de Patrick Suskind et que les pires drogues qui puissent exister sur cette planète. Mais maintenant on va passer à un autre cas bien particulier qui m'a absolument captivé sur le philosophe qu'il se proposait de pas vulgariser, parce que c'est très particulier ce qu'essaye de nous faire ici Irvin Yalom, un grand psychanalyste ou psychiatre plutôt, et surtout professeur émérite à Stanford, qui se propose, toujours d'ailleurs de manière un petit peu transversale dans sa bibliographie, parce qu'il l'a fait chez Spinoza, il l'a fait chez Épicure, il l'a fait chez Nietzsche, et là cette fois-ci j'ai dévoré le 4e, à savoir la méthode Schopenhauer. Je tiens à vous parler d'Irvin Yalom. Si vous ne connaissez pas, que vous aimez les romans, que vous aimez quelque chose qui est très simple à lire et qui vous donne le goût, et ce que moi j'appelle dans mes cours du tremplin et dans ma newsletter, l'inertie émotionnelle de votre lecture, eh bien, Irvin Yalom est parfait. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher à vous introduire, généralement un philosophe, un des 4 dont je vous ai parlé, donc Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza et Épicure, à travers une narration, j'ai pas envie de dire psychanalytique, mais plutôt
plutôt psychiatrique d'une certaine manière, puisque Irving Yalom, dans ce livre, c'est un psychiatre de groupe, et le twist absolument magnifique qu'il se propose de faire, c'est que il se pose dans la tête d'un psychiatre qui va bientôt mourir, dans 1 an d'ailleurs, et ce psychiatre fait intervenir dans la thérapie de groupe qu'il se propose de faire un docteur en philosophie, quelqu'un qui ne rêve, qui ne jure, qui ne pense qu'à travers Schopenhauer. Et Schopenhauer, peut-être vous comme moi, quand on en entendait parler, en tout cas moi je savais, quand je commençais à dévorer de la philosophie au collège, eh ben, Schopenhauer c'était le philosophe dépressif. Le mec, voilà, tu le lisais, tu te plombais, t'étais parti à la pharmacie, t'achetais des Xanax. Et je dois vous avouer que du coup, c'est enchaîné de cette lecture, j'ai eu envie de me plonger dans le monde comme volonté ou représentation, si je ne dis pas de bêtises, un pavé de philosophie de 1300 pages. Et c'est simplement pour vous dire à quel point donc la méthode Schopenhauer a réussi à susciter en moi une inertie émotionnelle. Ce que je décris dans mes cours du tremplin notamment, c'est de dire à quel point un investissement émotionnel fort de la part du lecteur, c'est-à-dire savoir en quoi une lecture peut vous aider, ce qu'elle peut vous apporter, les concepts sur lesquels elle peut vous éclairer, ou en tout cas les éléments de votre laboratoire intellectuel auquel elle peut contribuer, plus vous arrivez à créer de l'inertie émotionnelle, et donc là je propose différents outils que la science propose pour vous investir émotionnellement dans vos lectures, et bien plus vous allez pouvoir avoir une lecture déjà rapide, attentive, investie émotionnellement et cognitivement, parce que là c'est les 2 éléments sur lesquels moi je suis un petit peu spécialiste, et ensuite ultérieurement sur toutes les phases de mémorisation, de mise en relation et surtout d'apprentissage. Et précisément, une simple lecture de Irving Yalom, qui se fait vraiment sous forme d'un roman extrêmement simple, extrêmement vulgaire, etc., dans une thérapie de groupe où on se plaît finalement à aimer les différents personnages, ils sont 5-6, je pense à Tony, je pense à Stuart, enfin vous voyez, j'ai lu ça il y a à peu près, ça doit faire 1 mois et demi, et j'ai encore les personnages en tête, donc Tony, Stuart, évidemment Julius, évidemment Philippe, etc., et on prend part à cette espèce de thérapie de groupe à laquelle on assiste en tant que spectateur, et on se rend compte que ce docteur de philosophie qui ne jure et qui connaît par cœur la philosophie schopenhauerienne nous propose de penser et nous propose de réfléchir. Et cette introduction à une philosophie si belle maintenant, puisqu'après avoir passé 3-4 semaines à lire pendant des heures tout ce que je pouvais tomber sur Schopenhauer et à écrire mes notes, à écrire mes fiches, etc., eh bien, je vous avoue que Irving Yalom, cet été déjà, quand j'étais parti me faire un petit voyage tout seul à Vienne pendant 4-5 jours, et j'étais tombé amoureux du Problème Spinoza que j'avais lu, qui était encore une fois un livre, une introduction magnifique à Spinoza en parallèle de la vie d'un dignitaire nazi, à savoir, j'ai oublié son prénom, mais bref, duquel il faisait un petit peu une vie parallèle et montrait à quel point le juif Spinoza, si brillant, si éclairant, 3 à 4 siècles plus tôt, avait déjà apporté les éléments de réponse qui auraient permis en tout cas d'endiguer le nazisme, était une approche que j'avais trouvée extrêmement fine, extrêmement belle et extrêmement avenante de la philosophie, de l'histoire et surtout de la compréhension interpersonnelle des gens à travers des personnages. Et c'est pour ça que je me devais vous partager Irving Yalom, parce que c'est absolument beau, c'est absolument facile à lire. Si vous avez des enfants, si vous avez des amis qui sont passionnés de philosophie et qui ont envie de se créer un petit peu un amour de la philosophie, mais un amour pas forcément abrupt en allant forcément lire dans le texte, mais en comprenant des aspects philosophiques, en pouvant les appliquer directement à votre vie, parce que précisément des personnages le font sous vos yeux, sous des problèmes extrêmement pratiques du quotidien, etc. Tout ça sous la plume de quelqu'un qui est professeur émérite à Stanford, donc croyez-moi, vous n'allez pas lire de conneries. C'est ce que j'appelle, moi, une très belle transmission, un très bel héritage qui est donné par l'auteur à ses lecteurs, et que je recommanderais 1000 fois vraiment, que vous le lisiez tout simplement, parce que c'est absolument génial. Pour en avoir lu 3 sur 4 de Yalom,
Je viens juste de commencer d'ailleurs le Jardin d'Épicure. Je vous avoue que autant le problème Spinoza que la méthode Schopenhauer, que Nietzsche a pleuré aussi, sont absolument géniaux. Et pour avoir fait un petit peu de philosophie, bien sûr à ma très petite échelle, c'est une magnifique introduction et vous allez apprendre, enfin vous allez encore une fois devenir non pas addict au livre cette fois-ci, même si peut-être, mais surtout addict à l'auteur qui à mon sens est une très belle figure de la capacité de vulgariser de la philosophie à travers du roman et surtout à travers cette dimension psychiatrique qui est aussi extrêmement éclairante. Bon, alors là, on va faire... Là, chers amis, quel plaisir de partager ce moment avec vous. Là, on va voir un livre, un ovni, un vrai ovni, et pourtant, croyez-moi, j'ai vraiment beaucoup de livres chez moi, mais alors celui-là, c'est un UFO, quoi. C'est un truc, même la CIA a pas vu ça dans ses comptes. Là, c'est à déclassifier tellement c'est impressionnant. Pour vous mettre le contexte, déjà le titre, Foucault en Californie, par Simeon Wade, l'idée est absolument géniale. Déjà, attardez-vous un petit peu sur cette pochette où on a quand même Michel Foucault dans la vallée de la mort, parce que c'est ça, si je me souviens bien, qu'on nous raconte, c'est-à-dire un récit qui, moi, m'a fait penser à ce que j'ai pu ressentir et ce que je pense beaucoup d'entre vous ont pu ressentir quand moi j'étais rentré en prépa et que j'étais pour une des premières fois de ma vie proche de ce que je pensais être, ce que je pense toujours être, de la grandeur intellectuelle. Ce qui m'a toujours fasciné avec les gens brillants au sens d'érudits et aussi brillants au sens de puissance intellectuelle, cognitive, de système de pensée, etc., des professeurs de philosophie, après des philosophes que j'ai rencontrés à travers mes lectures, avec lesquels j'ai pu dialoguer à travers mes lectures, des cours que j'ai suivis, etc., je me suis tout le temps dit, mais comment ils sont, ces personnes-là, dans leur vie personnelle ? Et ce qui est cool, c'est qu'en prépa, j'avais commencé à voir pas mal d'envers du décor de ces professeurs que je côtoyais quotidiennement, 8-10 heures par jour. Et cette fois-ci, cette collection, la découverte en poche que moi, j'adore, parce qu'ils se lancent à chaque fois dans des concepts assez farfelus. Mais cette fois-ci, on a un récit inédit d'un prof d'université, un spécialiste de philosophie qui s'appelle donc Simeon Wade, qui raconte autobiographiquement comment son adoration de Michel Foucault, donc on doit être dans les années 60, 70, je ne sais plus, en 75, comme j'ai écrit sur mes notes, un récit extrêmement intime entre un professeur d'université absolument amoureux au sens philosophia, quoi, au sens amour de la sagesse, de notre Michel Foucault, bien français, bien chauve, le crâne luisant et ce style absolument imbattable dont vous pouvez voir d'ailleurs juste ici. Je vais essayer de pas vous mettre le reflet, mais je veux dire, ce livre est absolument génial. Pourquoi ? Parce que l'expérience assez folle qui va se passer sous nos yeux, c'est que Michel Foucault va faire une expérience au LSD. J'ai acheté le bouquin juste pour ça. Bon, je vous le dis parce que je veux dire, j'ai quand même pas mal de bouquins sur Foucault. Alors des biographies, j'en ai, ses bouquins, son histoire de la sexualité, enfin bref, j'en ai une tonne, une chier plus 15. Mais je vous avoue que quand je suis tombé sur ce bouquin qui racontait l'expérience de Michel Foucault sous psychédélique, je me suis dit, ok Thomas, fonce. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, le philosophe est philosophe. C'est pour ça que je vous l'ai mis en tant qu'addiction, c'est que très souvent, voilà, vous allez voir, peut-être certains d'entre vous ont vu les interviews de Bertrand Russell, d'autres ont vu, je sais pas, quelques conférences de Gilles Deleuze, certains cours au Collège de France en philosophie, etc. Mais là, on parle quand même d'un philosophe vraiment rock and roll. Genre vraiment, c'est Michel Foucault.
une brute épaisse en philosophie, l'archéologie du savoir, les mots et les choses, avec quelqu'un ou à deux, à trois même, si je me souviens bien, ils prennent du LSD dans la vallée de la mort en Californie dans les années 70. Et Simeon Wade nous raconte les discussions qu'il a avec Michel Foucault sur des bouquins, sur ses ressentis, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il pense. Mais bon Dieu, on est dans l'esprit de Michel Foucault. Enfin, je veux dire, c'est... Et c'est vrai. Je veux dire, je me souviens avoir lu ce livre, ça devait être un samedi soir à 1h du matin. Je crois que jusqu'à 3h, 3h30, je me tapais mais des espèces... vous voyez cette sensation quand vous avez l'impression d'être un acteur au sein même du livre et que vous vous voyez en train d'avoir envie de poser des questions ou de vous taper une barre parce que juste vous avez Michel Foucault qui est sous LSD et qui commence à réfléchir de manière absolument brillante avec des phrases qui mériteraient d'être écrites dans un livre, qui sont clairvoyantes, qui sont belles, qui va parler de certaines lectures. Et vous naviguez dans cette vallée de la mort, dans cette Californie si belle. Cette expérience, elle m'a marqué et c'est un livre que je trouve... Enfin, quand je pense à plein de gens qui étaient venus me voir quand je leur disais que je voulais faire des livres, enfin de la lecture plutôt ma passion, et qui me disaient mais mec c'est un peu chiant quand même les livres et tout, c'est un peu tristoun la philo, etc. Enfin tu vois, ça c'est Michel Foucault sous LSD mon pote. Donc j'ai envie de te dire, enfin je suis désolé de parler un peu comme Johnny Hallyday, mais ça là c'est un bijou, et pas pour vous dire, il est juste au-dessus de mon lit et je tiens à ce qu'il reste juste au-dessus de mon lit. Bon, naturellement, je voulais aussi vous parler d'un livre qui m'a marqué dans mon cursus géopolitique, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, mais que je crois, enfin finalement, avec le temps et le nombre de lecteurs avec qui je parle, pas tout le monde ne l'a lu. Déjà parce que comme souvent dans les livres d'Henry Kissinger, on a quand même de la profusion, de la quantité et de la taille surtout. Vous voyez, c'est quand même un très bel ouvrage. Mais de la Chine. Alors moi qui vous parlais de mon amour inconditionnel avec Diplomatie de Kissinger, qui est encore là sous mes yeux et que je garde vraiment proche dans ma bibliothèque, eh bien, de la Chine de Kissinger, ça reste, je trouve, une expérience d'ouverture. Alors, pas d'ouverture sur l'autre, parce que bon, ça reste Kissinger, donc c'est un peu vache pour moi de vous dire ça, mais plutôt de capacité stratégique, diplomatique précisément, à comprendre l'autrui du XXe siècle, du point de vue des États-Unis, qui commençait à être de moins en moins les Russes, mais de plus en plus la Chine, et de le faire sous la plume de Kissinger, qui raconte donc, du fait de sa proximité au pouvoir, on parle quand même de quelqu'un qui a, à lui seul, écrit peut-être 80 à 90% de la diplomatie américaine, avec évidemment d'autres, Merkheimer, Brzezinski, etc. Mais quoi qu'il en soit, en plus d'être un penseur, Kissinger est un acteur fondamental de la diplomatie américaine. Et encore une fois, je tiens à dire toujours, parce que je l'ai en tête, il ne faut pas non plus l'oublier, avec les atrocités qu'il a pu commettre, etc. Et puis, de toute façon, toute sa réelle politique, c'est quand même quelque chose de très marquant. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de la Chine ? Déjà parce que j'ai fait un mémoire de recherche avec un gros spécialiste français, spécialiste de l'Inde, avec qui j'ai travaillé donc sur... le titre de mon mémoire, c'était « Les déterminants économiques de la perception de l'influence chinoise en Afrique depuis les années 2000 », et qui m'ont permis déjà de concentrer un certain travail sur les aspects, sur les relations sino-africaines, pour lesquelles j'avais à l'époque un petit penchant, et puis j'ai toujours un certain goût. Et j'ai toujours trouvé intéressant la manière qu'avait d'écrire Henry Kissinger dans De la Chine. Pourquoi ? Parce que rétrospectivement, c'est une manière absolument très très belle et très très bien trouvée que de narrer l'histoire bilatérale de deux pays, l'histoire aussi préalable de l'Empire du Milieu, de la Chine, avec une histoire, une des plus grandes histoires nationales qui puissent exister à mon sens, même si j'en connais encore très peu. Et ce qui a toujours été très intéressant, c'est l'approche et la manière dont on se rapproche du pouvoir en tant que position américaine vis-à-vis des Chinois.
L'influence, évidemment, des philosophies confucianistes et taoïstes est toujours... Enfin, ce que je veux dire, c'est ce que vous allez avoir en tête avec la lecture de La Chine de Kissinger, c'est la possibilité de regarder à travers l'esprit de quelqu'un qui pense, selon moi, en système. De quelqu'un qui a une culture fondamentalement, et là je trouve que le mot est vraiment adapté, systémique, au sens où il aura différents pôles, différentes matrices de compréhension. Je trouve que le terme de matrice, donc multilinéaire, j'ai envie de dire, est plutôt multivariable que multilinéaire, est vraiment, vraiment, vraiment utilisé et au summum de l'action. Pourquoi ? Parce que Kissinger va vraiment vous montrer que quand il parle à Deng Xiaoping et qu'il enchaîne vers... ou qui passe à Mao, qui monte les différences de positionnement de la Chine, notamment à travers cette scène, ou un petit peu cette métaphore absolument brillante, je trouve, qu'on connaît, que beaucoup connaissent après avoir lu de la Chine et qu'on mémorise extrêmement bien, qui est la différence entre la diplomatie américaine se jouant comme les échecs et la diplomatie chinoise se jouant comme le jeu de Go. Ça, je trouve ça absolument génial. La plupart des lecteurs qui lisent de la Chine se souviendront de cette idée. Et a raison, parce que Kissinger, c'est aussi ça, c'est la force de l'image. C'est quelque chose dont j'essaye de pousser au maximum dans mes cours du tremplin. C'est vraiment cette idée selon laquelle vous allez pouvoir, à partir de vos lectures, créer des moments de réflexion, de recul sur les informations qui vous ont été partagées, d'autant plus dans des essais aussi conséquents que les ouvrages de la Chine. Et moi, c'est vraiment ce que je faisais. Je faisais beaucoup de prises de notes très longues, mais surtout que j'essayais de connecter avec des métaphores, des images, faire des schémas et trouver des espèces de portes d'entrée. Moi, j'aime bien les appeler des portes d'entrée mémorielles, c'est-à-dire cette capacité de se dire, voilà, la diplomatie américaine face à la diplomatie chinoise, la culture du pouvoir américaine face à la culture du pouvoir chinoise, se rapproche de cette métaphore d'opposition entre les échecs et le jeu de Go. Pourquoi ? Parce que les échecs, c'est un jeu tour par tour qui se termine nécessairement par une victoire ou une défaite. À l'inverse, le jeu de Go est un jeu de position, est un jeu où finalement la victoire se dessine petit à petit par des mouvements tectoniques, pas par des espèces de un coup, deux coups, trois coups, comme le narratif américain veut toujours nous le montrer avec les grands événements, etc. Non, les jeux de Go, c'est beaucoup plus dans les forces de positionnement, des choses qu'on contrôle et qu'on ne voit que trop tard. C'est un jeu qui admet finalement une logique beaucoup plus stratégique et beaucoup moins tactique. Enfin, en tout cas, arrêtez, je suis une bille en jeu de Go, mais il y avait quand même cette dimension où les échecs, par définition, sont quelque chose aujourd'hui où l'intelligence artificielle, les capacités de puissance des ordinateurs sont capables sont en train de toucher un petit peu le bout du monde des possibles des échecs. Alors, évidemment, prenez des pincettes avec ce que je dis, mais il y a cette dimension où le jeu de Go, par le nombre d'autant plus fort de pions, de positions, etc., est beaucoup plus exponentiel et sur lesquels, en fait, on a encore, comme vous pouvez le voir dans l'actualité si vous suivez un petit peu ça, beaucoup de progrès qui sont encore faits dans le jeu de Go et qui ne sont plus faits dans les jeux d'échecs. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que seul Kissinger est capable de vous expliquer ça d'une si belle manière et d'une manière si puissante. Vous allez vraiment comprendre, vous immerger dans la culture chinoise et vous allez avoir des clés de compréhension qui me semblent absolument primordiales au vu de ce que je suis un petit peu de géopolitique à ma petite échelle pour le 21e siècle, pour les siècles suivants évidemment, mais encore une fois, Kissinger, déjà avec diplomatie, vous avez donné les clés de compréhension, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, les clés de compréhension des systèmes de pouvoir américains. Là, cette fois-ci, je pense qu'il vous les donne très très bien. En tout cas, il vous donne des bases très intéressantes, déjà pour comprendre l'avènement de Xi Jinping, le contrat social un petit peu implicite, tacite, qui a été fait avec la population chinoise, et plus profondément, les réflexes, ou en tout cas, parfois les atavismes, les espèces d'outils, ou en tout cas de mécanismes de pensée que la diplomatie et de manière générale le système de pouvoir, les systèmes de pouvoir chinois peuvent mobiliser
foncez lire Kissinger. Maintenant, je vous avoue que c'est un petit peu bizarre pour moi d'enchaîner, euh, parce que c'est une lecture qui m'a... elle est addictive au sens où elle est... C'est à mon sens peut-être une des plus belles définitions de ce que peut être un livre et de ce que peut être et de ce que peut promettre un livre en tant qu'expérience de lecture, c'est-à-dire en tant que dialogue, non pas cette fois-ci avec le logos, mais plutôt avec votre pathos, tout simplement parce que les contemplations de Victor Hugo sont peut-être des 3 4 derniers mois, donc peut-être une 60 ou 70 livres qui ont pu passer entre mes mains. Euh, un des livres les plus beaux, quoi. Enfin, peut-être que ma voix elle a dû complètement changer entre ce que je vous disais avant et les contemplations, mais laissez-moi vous en parler et je vais essayer de vous en rendre, vous témoigner l'amour que je porte tout simplement pour les contemplations. Parce que déjà, depuis que je l'ai ouvert, je pense qu'il n'a pas quitté ma table de chevet. C'est peut-être une des premières fois où un livre fait ça pour moi. Plus je lis sur les contemplations, plus je lis les contemplations, plus je vis surtout, puisque j'ai vécu entre ces 3 mois, que mon point de vue et ce que je développe, tout mon travail depuis ces dernières années que je fais sur la science de la lecture, la science de l'apprentissage, l'immersion dans la lecture, etc. Donc ce travail de recherche, d'aller lire de la littérature scientifique, d'en faire des cours, d'en faire des formations, d'en faire des vidéos avec vous, etc. Parfois j'ai l'impression de tomber sur des livres où tous ces concepts, toutes ces méthodes, toutes ces techniques que je développe, c'est pas qu'elles sont inutiles, mais c'est que parfois le livre fait tout pour vous. Tellement il est beau. Et pour moi, Victor Hugo, avec un autre livre qui est certainement mon livre préféré, tellement préféré que j'en ai marqué mes lunettes. Mes lunettes sont marquées du titre de ce livre que je vous garde secret parce que je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais les contemplations, déjà c'est le... Je suis désolé, j'ai un peu la voix un peu frêle parce que c'est un livre qui parle de vie, qui parle de mort, qui parle d'amour et qui parle profondément euh, de l'expérience, à mon sens, d'un des plus grands écrivains de tous les temps, profondément romantique, engagé politique, qui nous a quand même pondu Les Misérables, hein, je vous le dis en note de bas de page, mais qui, surtout pendant l'écriture de ce livre, enfin, c'est quand même un livre qui a été écrit et qui est marqué par l'expérience et par la vie de Victor Hugo. Pourquoi ? Allez, je vais me lancer un peu, mais en fait, on voit au fur et à mesure où on avance dans ce livre le fait qu'à un moment, notre auteur, l'auteur, la personne avec qui on est censé être en dialogue pendant notre lecture, a perdu sa fille, Léopoldine. Et pourtant, on m'avait lâché des contemplations quand j'étais au lycée, peut-être au collège, etc. Mais aujourd'hui, alors que pourtant je suis pas vieux, j'ai vécu, ok, j'ai fait des trucs, etc. Mais aujourd'hui, la claque que j'ai prise. Pour vous mettre dans le contexte, quand j'ai dévoré en fait les contemplations, parce que j'ai dû le relire peut-être 3 à 4 fois en 3 mois là. La première fois que je l'ai lu, j'étais en Normandie. Vous voyez ces temps-là un petit peu du nord de la France qu'on adore mais que parfois on déteste un petit peu, où on se réveille le matin, c'est la grisaille, il y a la pluie. J'étais tout seul en Normandie et je me faisais des sessions que moi j'aime bien, où je me réveillais peut-être à 6h15 le matin, et à 6h30, de 6h30 jusqu'à 7h30, je me mettais au coin de la fenêtre, et le jour se levant, j'avais une petite lumière de chevet, et je lisais les contemplations à voix haute. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais j'ai l'impression d'avoir que le livre, j'ai pris un petit peu de la vie ou de la maturité d'Hugo à ma toute petite échelle, mais c'était absolument colossal. Alors, pour vous montrer en pratique comment ça se traduit, pour vous dire, on est page 38. J'ai pas encore fait énormément de poèmes. J'étais tellement marqué par ce poème que m'était venue l'idée d'en faire un espèce de dessin très géométrique
qui je trouvais synthétisait très bien, enfin en tout cas visuellement, ce que j'avais lu de ce premier poème qui m'a mis un espèce d'uppercut à la Mike Tyson. Je vous le lis parce que, bah, de toute façon, il faut que vous entendiez ça un jour dans votre vie. Le soir, à la campagne, on sort, on se promène, le pauvre dans son champ, le riche en son domaine. Moi, je vais devant moi. Le poète en tout lieu se sent chez lui, sentant qu'il est partout chez Dieu. Je vais volontiers seul. Je médite ou j'écoute. Pourtant, si quelqu'un veut m'accompagner en route, j'accepte. Chacun a quelque chose en l'esprit, et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Chaque fois qu'en mes mains un de ces livres tombe, volume où vit une âme et que celle la tombe, j'y lis. Je me souviens être... Enfin, même là, en le relisant, c'est... Parfois, enfin, et en plus, vous êtes pas mal à me le dire en commentaire, parfois il faut juste que je raccourcisse ou que je me taise. Mais mon Dieu, Victor Hugo, c'est absolument colossal. Pour vous dire, j'en ai corné encore une fois 250 000 et je pourrais tous vous les lire à haute voix tellement ils m'ont pétrifié de beauté, de clairvoyance, d'humanisme, c'est des mots qu'on vit enfin, du coup, ça m'a poussé à aller lire l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Et je vous l'avais dit, d'ailleurs je voulais partager dans ma newsletter que ces derniers temps je passais pas mal de temps sur de la poésie, donc j'ai lu du Rimbaud, du Baudelaire, du Cédar Sangor, du Rilke, etc. Oh, mais la poésie, je pense qu'aujourd'hui c'est d'utilité publique. Malheureusement je trouve que l'éducation nationale française, sans vouloir trop cracher dessus, parce que mon Dieu que les professeurs font un travail... des plus beaux et des plus utiles que la société française et que la société générale dont elle puisse avoir besoin. Mais mon Dieu, quoi, Hugo, c'est... Peut-être que... Bon, en vrai, j'ai pas envie de continuer parce que je ne saurais pas... En fait, j'ai pas les mots pour vous traduire la beauté de ce livre-là. Certainement que certains poèmes vous marqueront plus que moi, mais levez-vous un matin cet hiver, ouvrez les contemplations, n'importe où. Vous n'allez pas comprendre tout, mais c'est précisément là la beauté de la chose. Mais parfois, ce qu'il faut, c'est lire à haute voix, accepter de ne pas comprendre, de relire si besoin, de relire même plusieurs fois. C'est ça la beauté d'un poème, à mon sens. C'est que, à l'échelle de quelques vers, vous allez, voilà, en 5-10 minutes, pouvoir lire un récit, ne pas en comprendre les mots, parfois achoper sur des sonorités, ne pas faire les bons passages, etc. Mais juste, parfois, vous allez en tomber où les mots vont vous parler et vous allez avoir ce sentiment dont parle Pompidou dans l'introduction de sa poésie, enfin de son anthologie de la poésie française, qui est cette expérience de connexion, de vision, de espèce de troisième œil que vous allez avoir au moment où, pendant votre lecture, à la fin, sur quelques sonorités, sur quelques mots, sur quelques sensations bien particulières, que seuls de grands poètes sont capables de transmettre et que peut-être qu'aucun autre roman, d'autres récits ne pourront vous transmettre ou vous faire sentir, vous faire vivre aussi facilement avec... C'est une sensation proche du nirvana, à mon sens, d'un nirvana qu'un lecteur... Enfin, moi, je suis un lecteur totalement passionné, amoureux, donc peut-être que c'est plus simple ou c'est plus récurrent pour moi. Mais bon Dieu, foncez sur les contemplations. Comme d'habitude, je trouve un sens à la liste de mes recommandations dans une vidéo en faisant et en tournant la vidéo maintenant. Mais je me rends compte que le dernier livre dont je veux vous parler, finalement, peut vous aider à lire un petit peu les contemplations, alors que pourtant, il parle d'un sujet totalement différent et il est brillant à sa manière. Ce livre, c'est Qu'est-ce que l'art abstrait de Georges Roch. Maintenant, vous aimez peut-être pas l'art, et à vrai dire, je m'en contrefous. Pourquoi ? Parce que je pense que si vous commencez un petit peu à me suivre, vous savez que ce qui m'intéresse, c'est la lecture, pas les livres. Et
ces derniers temps, j'ai appliqué pas mal des concepts de mes cours à ce livre que j'ai relu, qu'est-ce que l'art abstrait, et de comprendre comment Georges Roc, donc un historien de l'art, philosophe et professeur français, spécialiste surtout de l'art moderne, se propose dans son livre d'expliquer quelque chose duquel j'étais complètement largué. Alors, je sais pas vous, mais l'art abstrait, moi, ça m'a jamais parlé. Disons que je suis pas parisien de base, même si par la suite j'ai acquis les codes des grandes, enfin des soi-disant élites qu'on n'est pas du tout, mais des prépas, des grands, enfin de la culture un petit peu des bourgeoises, etc. Enfin voilà, regardez ma tronche, regardez les bouquins dont je vous parle et regardez mes cravates. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai avant ça, alors quand j'ai grandi dans mon petit village du sud de la France, l'art, vraiment, enfin, c'était vraiment la Joconde, Grand Max, et ça n'allait pas plus loin. Et là, Georges Roc est arrivé très tôt et m'a expliqué quelque chose. Enfin, c'est comme si vous preniez quelque chose qui vous a toujours fait peur. Moi, quand j'ai commencé la philosophie, c'était la phénoménologie. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Je comprends rien. Il y a que des philosophes beaucoup trop compliqués qui parlent de ce truc-là. Pour d'autres, ça peut être l'art abstrait, comme moi aussi. Moi, c'était un truc sur lequel je me disais, mais vous savez, cette réflexion, vous allez, je sais pas moi, au musée, vous allez voir une peinture et vous allez vous dire, mais comment, enfin, un petit peu la fameuse scène que j'adore d'Intouchable qui dit, mais vous allez pas acheter cette croûte à 30 000 balles avec François Cluzet qui lui est un petit peu dans cette position de sachant, et Driss qu'on adore en fait, a cette position absolument brillante de se dire, de questionner ce truc qui est tellement valorisé à des millions d'euros et qu'on se dit mais pourquoi ça? Et vous voyez ce petit truc là, moi c'est ce par quoi, enfin c'était l'objectif de lecture que j'avais construit pour qu'est-ce que l'art abstrait. Et c'est souvent un livre que j'utilise dans mes cours pour un petit peu apprendre à mes élèves à créer un objectif de lecture à partir des livres qu'ils ont entre la main. Pourquoi? Parce que Georges Roc, ce qu'il fait de manière brillante, et rappelez-vous du fait que c'est un historien, un philosophe et un professeur français, 3 éléments importants à avoir en tête, c'est qu'il va démystifier. Il va expliquer les rouages de quelque chose que finalement volontairement la société rend complexe, en vous montrant qu'en fait, la clé de compréhension de cette chose qui est un petit peu trouble, parce qu'il faut avouer, l'art abstrait, ça reste un peu trouble, eh bien en fait, il l'explique, il le démystifie, déjà par une approche, non pas historiciste, mais historienne, un petit peu même épistémologiste, c'est-à-dire en travaillant autour du sens, autour de la construction du sens, et puis en déconstruisant un petit peu l'histoire de l'art abstrait pour comprendre un petit peu ses rouages à travers les grands maîtres, etc. Et notamment en vous montrant une expérience, enfin une anecdote que vous allez lire dans Qu'est-ce que l'art abstrait, c'est cette idée selon laquelle, c'est peut-être une légende, mais à vrai dire on s'en fout, selon laquelle Kandinsky, un des grands maîtres de l'art abstrait, ait eu un petit peu l'idée de l'art abstrait, ou en tout cas qu'il aurait compris le concept d'abstraction en voyant une de ses peintures à l'envers. Et ça, c'est génial. Parce que vous allez vous dire, mais attends, toute cette industrie, toutes ces peintures, tous ces trucs qui aujourd'hui se vendent des millions, parfois, les plus grands maîtres de ces domaines, en fait, vous expliquent qu'ils ont eu l'idée de ce domaine par des expériences totalement farfelues. Et ce qui est absolument génial, c'est que précisément ce que va faire Georges Roc, c'est vous montrer que vous pouvez comprendre des domaines absolument complexes, pas abscons, c'est pas le terme abscon que je voulais utiliser, mais vous savez quand c'est réservé à un... Oh dis donc, je suis bête, j'en perds mes mots pendant mes... un petit peu ésotérique, voilà, ésotérique, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire à l'inverse d'exotérique, ésotérique, ça signifie qui est réservé à un petit groupe de sachants, à un petit groupe de personnes qui s'y connaissent dans le milieu, etc., etc. Un truc profondément ésotérique, dont on peut avoir peur, etc., etc., en fait, il est très facilement compréhensible quand on a une approche déjà factuelle, et surtout déconstructive finalement de ses principaux maîtres, de ses principales tendances, et surtout vous allez voir dans cette magnifique lecture, je vous avais parlé de ma passion pour l'histoire de l'art de Ernest Hans Gombrich, mais là vous allez trouver aussi évidemment des peintures finalement abstraites, et où vous allez avoir un mec absolument brillant dans le domaine qui va vous expliquer, mais
pourquoi est-ce que là il a fait ça, pourquoi est-ce qu'on utilise les couleurs comme ça, qu'est-ce que le peintre a voulu vous expliquer, etc. Et pourquoi est-ce qu'on en vient à une dimension finalement addictive? C'est ce que moi j'aime appeler dans mes cours cette espèce de dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette inertie émotionnelle et de cette fois-ci de cette inertie intellectuelle, parce que vous allez en peut-être 500 pages comprendre et pouvoir maîtriser très facilement, mobiliser du Kandinsky, du Mondrian, du Malevich qui était absolument magnifique, d'ailleurs je m'en souviens. Bref, de grands peintres, leurs raisons, pourquoi est-ce qu'ils font leur peinture comme ça, et vous rendre compte que finalement les lectures, un simple livre, quand il est bien trouvé, j'espère vous en partager, dites-le moi, mais j'espère vous partager de ces lectures qui vous ouvrent les yeux sur un domaine dont vous pensez que vous alliez, jusqu'à la fin de vos jours, porter des œillères. Moi, pour moi, un beau livre, c'est aussi ça. Je sais pas pourquoi je m'énerve en disant ça. Mais c'est aussi le fait de se dire, mais je peux vraiment tout comprendre à condition que ce soit bien expliqué. Et parfois, je préfère largement un livre qui va se proposer de me clarifier sur quelque chose que j'avais toujours, à laquelle j'avais toujours assigné cette espèce de point d'interrogation de ah non, c'est pas pour moi, non, je sais pas, c'est trop, c'est mal trouvé, etc. Alors qu'en fait, quand vous trouvez la bonne personne, le bon professeur, le bon mentor, surtout le bon livre, et donc, je martèle le bon dialogue, hein, tout lecteur actif, moi c'est la première loi que j'apprends dans mes cours, tout lecteur actif crée un dialogue avec le livre qu'il est en train de lire. Si quand vous êtes en train de lire un livre, vous le lisez comme vous regardez une série Netflix, selon ma définition et selon les dizaines, voire centaines de lecteurs que j'ai accompagnés, que j'ai lus, que j'ai appris, et selon les études, enfin les analyses que j'ai faites en sciences de la lecture, vous n'êtes pas, désolé de vous le dire, très actif. Or, si vous commencez à créer votre dialogue, à essayer d'interroger le livre, ici en lui demandant, en lui posant des questions, en mettant vos doutes, en vous disant mais là qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi est-ce qu'il utilise tel truc, pourquoi est-ce qu'il prend tel exemple, vous créez un dialogue et donc de facto, votre lecture va d'autant mieux s'ancrer dans votre pensée, dans votre plaisir, vous allez en tirer beaucoup plus de plaisir et votre lecture aura un sens fondamentalement décuplé. Voilà pourquoi je pense que Qu'est-ce que l'art abstrait de Georges Roch est une lecture absolument fondamentale, tout simplement parce qu'il caractérise un type de livre qui sont durs à trouver, mais que j'essaye de vous apporter sur un plateau, et qui sont absolument éclairantes, et dont, quand on les commence, on n'a simplement plus envie de les terminer. Voilà. J'espère, d'une certaine manière, vous rendre un peu plus addict, semaine après semaine, à la lecture et aux bijoux qui ont fait partie de ma bibliothèque. Encore une fois, si vous en avez en tête, allez-y en commentaire, lâchez-vous, mais allez-y mollo, s'il vous plaît, parce qu'après, j'ai plus d'argent sur mon compte. Mais bref, merci encore une fois. J'espère que ces lectures vous plairont et je vous dis à la prochaine.